avant qu'on poursuive, quelle est votre définition du nationalisme? En fait, on parle beaucoup de nationalisme aujourd'hui. On vient de dire un peu le pour, le contre, les racines historiques rapidement, mais je crois que le mot est galvaudé un peu. Quelle est votre définition du nationalisme? À la base, c'est la volonté d'exister d'un peuple. Tout simplement. C'est ça le nationalisme. C'est vouloir exister en tant que peuple. Et puis, donc, c'est nécessaire, surtout dans un contexte où la mondialisation se poursuit, l'uniformisation des peuples se poursuit en ce moment. Il y a des grands ensembles, comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine, qui essaient de conquérir des marchés, pas juste économiquement, mais aussi culturellement. Je prends la Chine, par exemple, mais il y a des centaines de langues qui étaient parlées en Chine auparavant, mais maintenant, toutes ces langues sont en très grave danger parce que la Chine sent le besoin d'assimiler toutes ces nations-là. C'est la même chose pour la Russie. Donc, toutes les anciennes républiques soviétiques continuent de fonctionner en russe avec l'État russe. Et il y a des grandes minorités ethniques russes dans ces régions-là. L'Ukraine, c'est vraiment le cas le plus frappant, où il y a 40% de la population ukrainienne qui est russe. Donc, le pays, est menacé. Son existence est réellement menacée, particulièrement en ce moment. Donc, alors, il n'y a pas juste une volonté de domination économique ou d'aller chercher des ressources stratégiques. Il y a vraiment aussi l'idée de dominer culturellement et d'assimiler des peuples. Les États-Unis font la même chose, mais à l'échelle du mondial. Donc, il y a une uniformisation mondiale des pensées, des mœurs, des valeurs, de la recherche universitaire, des films, de tout ce que vous voulez. C'est très, très, très profond. Donc, c'est pour ça que la volonté d'exister des peuples pour contrer cette force est très importante. Elle doit absolument se manifester. C'est ça, le nationalisme. Yves, je vous cite ici. Je nomme le duel entre une nation dominante et une ou des nations dominées pour déterminer la langue et la culture d'un territoire, le duel culturel des nations. Quelle est la genèse et la thèse de votre livre et pourquoi parler de nationalisme aujourd'hui? La genèse du livre, c'est un sentiment que j'ai vécu. Mais il y a plusieurs sources, là, mais je dirais une des sources importantes, c'est un sentiment que j'ai vécu dans Villeray, parce que moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans Villeray à partir du moment où j'étais aux études universitaires. Et puis, j'ai vu le quartier s'angliciser tranquillement. Ça a fait une boule dans mon ventre. Puis, à un moment donné, il fallait que cette boule-là sorte. Donc, je me sentais un peu comme enceint, quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est pas moi qui ai écrit le livre. J'ai pas la sensation d'avoir écrit le livre. J'ai la sensation que c'est le livre qui s'est imposé à moi et que c'est comme... j'ai été comme un instrument, finalement, de quelque chose d'autre. Donc ça, ce sentiment d'urgence face à notre anglicisation lente, notre assimilation lente, ça a été vraiment un grand facteur qui a fait en sorte que j'ai écrit ce livre-là. Très bien. Je ne sais pas si je réponds à la question. Là. Ben oui, mais peut-être nous parler un peu de la thèse, en fait. Parce que vous défendez En gros, vous dites le nationalisme n'est pas ni bon ni mauvais. Peut être une bonne chose, peut être une mauvaise chose. Peut-être nous parler un peu de la thèse un peu plus académique, si on peut dire, du livre. Oui, la thèse académique, ben c'est ça. C'est que la thèse académique, c'est que dans les milieux universitaires et dans la société en général, c'est né du milieu universitaire. C'est né de cette vision qu'il existe deux sortes de nationalisme. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est né à peu près en même temps que le nationalisme, cette idée-là, qui existe donc à peu près au 18e siècle. Là. Cette idée qu'il existerait deux sortes de nationalisme, un qui est bon et un qui est mauvais. Et en même temps est née l'idée concurrente, c'est-à-dire que le nationalisme serait bon en soi pour tous les peuples de la Terre. Donc les deux idées sont nées en même temps et se sont fait concurrence jusqu'à aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, l'idée que enfin, jusqu'à tout récemment, là, je pense qu'on est peut-être dans une période de transition, mais jusqu'à tout récemment, l'idée la plus dominante, c'était qu'il existerait deux sortes de nationalisme, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est bon, un qui est mauvais. Le nationalisme civique serait bon en soi, donc c'est-à-dire les libertés individuelles, autrement dit. Et le nationalisme ethnique ou culturel, c'est des synonymes, en tout cas pour moi, c'est des synonymes, serait mauvais en soi parce qu'on aurait vécu l'expérience des nazis, par exemple, de l'Allemagne nazie, et donc ça mène à des dérives potentiellement graves, et donc ça serait mauvais en soi. Il faudrait l'éviter à tout prix.
Donc, moi, j'ai voulu combattre cette idée-là qui est dominante parce qu'elle est portée par des nations qui sont dominantes. Donc, ça, c'est les petites nations ne portent pas cette idée-là, puisqu'elles sont bien conscientes qu'elles en ont besoin. En tout cas, peut-être qu'elles ne le sont pas à 100%, mais moi, je pense qu'elles sont quand même conscientes qu'elles en ont besoin pour survivre dans le monde dans lequel on vit. Alors que les nations dominantes, sûres de leur existence, n'ont pas besoin n'ont pas besoin du nationalisme, d'affirmer leur nationalisme aussi fort, aussi fortement pour survivre. Vous avez parlé du nationalisme et de la période nazie en Allemagne. On réduit pas peut-être trop souvent le nationalisme d'aujourd'hui pour le discréditer simplement en disant l'Allemagne est passée par une période de nationalisme qui a mené au nazisme, qui n'est pas tout à fait vrai historiquement, peut-être même pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que j'appelle une réduction un peu infantile presque, là, de cette analyse du nationalisme aujourd'hui? Vous en parlez quand même beaucoup dans votre livre. J'en aussi. parle beaucoup dans mon livre. Je pense que le chapitre peut-être le plus fort là-dessus, c'est celui sur Hannah Arendt, qui explique en fait, c'est fou parce que c'est son premier chapitre. C'est le premier chapitre des origines du totalitarisme. Et je pense que c'est pratiquement le titre de son chapitre, ou en tout cas, c'est dans la première page. Elle est extrêmement claire, où elle affirme que le nazisme n'a rien à voir avec le nationalisme et qu'au contraire, le nazisme se positionne contre le nationalisme et a réussi à fleurir en Allemagne parce que le nationalisme allemand était faible. Et donc, elle est très, très claire là-dessus. Et que ce qui, en fait, a mené à l'avènement du nazisme, c'est au contraire l'atomisation de la société allemande à cause de l'industrialisation, à cause de l'individualisation des individus, de la perte de solidarité entre les Allemands. Et donc, j'ai trouvé que cette analyse était vraiment très intéressante, très éclairante, venant d'une des plus grandes penseurs du 20e siècle. Rappelons qu'Hannah Arendt a vécu le nazisme en tant que juive, d'ailleurs, en Oui. Allemagne. Hein, donc, elle savait de quoi elle parlait. Elle savait très bien de quoi elle parlait.